Salut à tous, c'est Drozio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la tier list des divinités dans Genshin Impact. Alors aujourd'hui pas de blabla, on va enchaîner directement, vous savez quoi faire pour me remercier et m'encourager. Sur ce, on peut commencer. Donc aujourd'hui je voulais changer, je voulais pas faire un archon, donc on va parler de Dekarabian. C'est pas un dieu ultra mystérieux non plus, c'est pas un dieu pas connu non plus. C'est un entre-deux, il est moyen quoi, il est un peu connu, un peu mystérieux, mais on sait quand même pas mal de choses sur lui. Donc déjà, Dekarabian, il est aussi également connu sous le nom de dieu des tempêtes, ou le seigneur de la tour, et c'est l'un des rois de la glace et du givre. C'est un dieu qui a vécu il y a 2600 ans et a fondé la nation de Mondstadt. Il était particulièrement protecteur avec sa capitale, mais ça on le verra plus tard. Et il a protégé une zone de Mondstadt connue sous le nom de Storm Terrors Lair. Désolé pour mon accent anglais nul. Et il a enfermé dans une barrière anti-tempête après qu'Andros lui ait déclaré la guerre. À l'apogée de sa civilisation, on sait que son territoire s'étendait à travers les régions de Brit Crown Mountains et de Wind Whale Islands, avec une importante colonie autour de Cecilia Garden. L'âge des rois. Donc ça, c'est une époque où le conflit était très présent entre Andros et Dekarabian. C'était l'un des nombreux conflits qu'il y avait pendant la guerre des Archons. Donc le conflit entre Dekarabian et Andros se passe pendant la guerre des Archons. Dans les livres d'histoire de Mondstadt, cette période est connue sous le nom d'Âge des rois. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un chapitre important de la vie de Dekarabian. Les deux dieux étaient collectivement appelés, comme on l'a vu un peu plus haut, les rois de la glace et du givre. On ne sait pas quand ils ont commencé à se battre, mais il y a 3000 ans, la guerre avait déjà commencé. Ils étaient en conflit, donc ça fait plus de 400 ans qu'ils sont en conflit, et elle ne s'est terminée qu'il n'y a que 2600 ans, pardon. Donc pendant la guerre, l'époque de l'âge des rois, le pays du vent était un désert gelé géant en raison du pouvoir de Andros. Pour protéger sa ville des blizzards, des Carabians entourent sa capitale d'un parvent qui barrait à la fois la sortie et l'entrée. Et c'était même assez puissant pour que Andros, malgré sa grande puissance, ne puisse pas rentrer sans. Et en plus, il avait des égratignures. Donc c'est dire à quel point sa barrière était puissante. Pardon. La chose qui est intéressante ici, c'est que pour Dekarabian, il a bien agi sur le moment parce qu'il voulait la sécurité de sa ville et de son peuple, et en effet, il les a protégés des blizzards et de Andros. Mais le peuple ne l'a pas vu comme ça, et directement, ils l'ont vu comme un dirigeant, un dictateur qui les privait de leur liberté. Mais ça ne s'arrêtera pas là, puisque plus tard, Dekarabian, son désir de contrôler sa ville, l'a amené à tout gérer. Notamment, même le logement de chaque résident était déterminé pour eux. Ils décidaient de tout pour eux, et donc ça ne plaisait pas du tout au peuple. Le peuple se sentant déconnecté de leur propre dieu, même si Dekarabian n'était pas mauvais dans ses actions, il ne comprenait pas l'humanité et leurs besoins. Il croyait que son peuple l'aimait et que comme lui les aimait, euh, même si la compréhension de l'amour n'est pas du tout proche de la façon dont les humains le vivent. Donc forcément, il y avait un gros décalage entre son peuple et lui-même. Son peuple était perdu, quoi. Il n'était plus du tout lié avec ce dieu. Il ne le voyait plus du tout comme un protecteur. À un moment donné, Dekarabian a même pris un humain comme amant nommé Amos. Cependant, elle s'est vite rendue compte qu'il ne l'aimait pas comme elle l'aimait. Et voilà. Dekarabian était certain que son peuple l'admirait, l'aimait, il le priait. Il le voyait en haut de sa tour, ses sujets s'incliner devant lui par adoration, respect et soumission volontaire. Cependant, ce n'était pas le cas, son peuple ne le faisait pas pour l'Archon. Alors, c'est pas un Archon, mais dans le wiki il y a écrit Archon des moments, mais parce que les vents violents de la capitale l'y avaient forcé. Ensuite, il y a 2600 ans, la rébellion. Donc la frustration la frustration suscitée par le règne de Dekarabian a jeté les bases de la résistance. Les combattants ont libéré le Windbloom comme symbole de solidarité. Finalement, ces graines de résistance sont transformées en rébellion, et ils étaient dirigés par un groupe déterminé à défier Dekarabian et à libérer Mondstadt, composé du barde sans nom, l'esprit du vent sans nom, entre parenthèses, ou elfe, même s'il me semble que c'est bien un esprit, l'ancien amant de Dekarabian, Amos, l'ancienne du coup, et un chevalier dont l'identité varie, et un chevalier roux. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que quelques années avant la rébellion, le clan Gunhildr
désolé si je le prononce mal, a quitté la ville après avoir été déçu par le règne de Descarabian. Et là, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou pas, mais c'est bizarre parce que à quel moment genre ils peuvent quitter la ville, ils sont pas censés quitter la ville normalement, je crois. Ou sinon, bah c'est débile, ça veut dire qu'ils pouvaient quitter la ville, mais soit ils le savaient pas. Donc en vrai, s'ils le savaient pas, il fallait faire des trucs et tout très spéciaux. Ok, à la limite, pourquoi pas. Soit, bah en vrai, tout le monde pouvait quitter mais la ville, mais ils préféraient se plaindre que de quitter la ville. Enfin, bon, il y a un truc bizarre. Bref, reprenons. Alors qu'il luttait, le clan Gunhildr, du coup, pour survivre au blizzard à l'extérieur de la ville, les prières de Gunhildr ont été exaucées par un faible esprit du vent qui a réussi à rassembler suffisamment de puissance pour leur donner un refuge sûr. Cela a renforcé la foi du clan dans l'esprit du vent, et leur foi a ensuite renforcé encore plus l'esprit du vent. Bien que cet esprit du vent ne soit pas identifié, en tout cas à ce moment-là, il s'agit peut-être de... Eh non, vous saurez pas parce qu'on fera une vidéo sur lui. Lorsque la rébellion a commencé, Gunhildr et son clan ont participé aux côtés des rebelles. Ça veut dire qu'ils sont partis et ils sont quand même revenus. Putain, ils ont vraiment du courage pour aider leur ancien collègue, quoi. Aider la rébellion à vaincre le tyran qui les a déçus. Ah, aussi, chose importante, à un moment donné, Andros, de son côté, commence à se dire que bah, la vie à Mondstadt ne peut pas prospérer à cause de son pouvoir. Et en plus du fait qu'il ne se voit pas diriger, être un bon dirigeant pour l'humanité, et qui était donc inapte à devenir Archon Anemo, pardon, parce que je vous rappelle que c'est pendant la guerre à Archon tout ce qui se passe, normalement, même la rébellion, et que le but de la guerre Archon, c'est que les dieux s'entretuent, et qu'il y en ait que les plus puissants qui survivent, qui deviennent des Archons sous les ordres de Célestia, avec plein de privilèges, enfin c'est ce qu'on leur a vendu, bien entendu. Voilà. Du coup, en fait, Andros décide de quitter sa forme physique, et donc ses pouvoirs, en gros, de mourir. Donc sa forme physique s'est dissipée, pendant que ses pouvoirs se déversaient dans le pays pour le protéger, mettant fin au blizzard qui enfermait la région de Mondstadt. Et là, c'est ça qui est louche, Descarabian, pour moi, il avait créé la barrière anti-tempête, anti-cyclone contre les blizzards de Andros, donc il a forcément vu qu'il n'y a plus de blizzard, donc il aurait pu enlever la barrière. Et pourtant, je pense que c'est encore un désir, c'est devenu une addiction pour lui de tout contrôler, en fait, tout simplement, même si à la base ça partait pas d'un mauvais sens, ouais, et ben il a décidé de quand même laisser la barrière parce que il est addict à ça, il veut continuer de contrôler, tout contrôler. Finalement, les rebelles sortent quand même victorieux et du coup ont tué des Carabians, Samora faisant exploser une partie de la tour. Et la barrière, du coup, s'est forcément dissipée, révélant un ciel bleu clair, alors que les rebelles voyaient le monde en dehors de la ville pour la première fois. Voilà. Cependant, cette victoire a eu un prix. Amos et le bard de son nom étaient parmi ceux qui sont morts dans la lutte contre l'ancien dieu. Alors je préfère préciser, quand ils disent que Amos et le bard de son nom, parce que c'est les deux personnages importants de la rébellion, mais il y a eu des, comme dans une guerre avec des soldats où on ne connaît même pas leur nom, des dizaines, voire des centaines de morts en plus, mais là on n'a parlé que des deux qui étaient principaux. Mais il faut se dire qu'il n'y en a pas juste deux qui sont morts pendant la rébellion, il y en a bien plus. Voilà. Ensuite, plus tard, il s'est passé quelque chose, c'est que lorsque le royaume de Khaenri'ah s'est préparé à une guerre contre les dieux, ils ont développé le fil de Tyler, qui est un prototype de Ruin Guard avec des grandes quantités de puissance de combat. Il a été engagé, ce fil de Tyler a engagé la forme spirituelle d'Andros au combat, où il a finalement été gravement endommagé par le roi des loups et s'est échappé vers la ville de Descarabian justement. Il a élu domicile dans la tour, où pendant environ un an il a attaqué sans discernement quiconque s'approchait. Du coup, les habitants de Mondstadt à l'époque pensaient que c'était euh, l'œuvre de Descarabian et surnommaient ces incidents la fureur finale du tyran. Après que Phil Tyler n'ait plus assez d'énergie et de puissance pour attaquer, donc ses attaques ont cessé, les gens sont arrivés à la conclusion que ce n'était donc pas l'œuvre du dieu des tempêtes. Il y a 500 ans, après avoir été grièvement blessé et empoisonné par le dragon d'Urine, un autre dragon se nommant Valin a transformé la tour de Descarabian en son repère alors qu'il cherchait un endroit pour récupérer. Voilà. Il y a aussi quelques petites anecdotes si vous voulez, comme le fait qu'apparemment il y a des indications de Descarabian comme Andros qui est lié à l'histoire des trois sœurs de la lune, que je vous laisse lire dans le jeu, et je vous montrer un screen de qu'est-ce qui est en lien avec ces livres-là, et Descarabian et Andros. Et il y a aussi des remarques que je vous mettrai à l'écran. Alors la vraie puissance de Descarabian, en fait on n'a pas beaucoup de comparaisons, à part Andros qu'on donne l'impression que c'est son rival, mais il y a un truc qui me fait penser qu'il est un peu plus fort, c'est le fait que Andros ne pouvait pas passer la barrière sans avoir des gratinures. Alors ils incitent sur les gratinures, ce qui montre que c'est une attaque faible, mais que ça arrive quand même à lui faire des dégâts. Ce qui veut dire que sans la barrière, a priori, ils n'arrivaient pas à se faire des dégâts mutuellement parce qu'ils avaient un niveau assez égaux. Mais le fait que la barrière lui fasse des dégâts montre que Descarabian est un petit peu plus fort qu'Andros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets sa place dans la tier list. Ciao ciao tout le monde.